19 février 1990, 19 février 2024, cela fait exactement 34 ans, jour pour jour, que démarrait à l'hôtel PLM Alidio à Cotonou l'historique conférence nationale des forces vives de la nation. Un événement majeur dans l'histoire politique du Bénin qui avait réuni en un seul lieu toutes les sensibilités du pays pour réfléchir à remettre le Bénin sur la voie démocratique après plusieurs années de révolution ayant abouti à un chaos général. Nous avons confiance en notre peuple, en ses immenses capacités de créativité, de sacrifice et d'évolution pour surmonter victorieusement toutes les difficultés conjoncturelles actuelles. De toute évidence, à l'aube du XXIe siècle, l'histoire nous assigne la noble et exaltante mission de frayer la voie sanitaire du renouveau et du progrès aux générations montantes. Dirigé de main de maître et dans un esprit de haute sagesse par l'éminent feu Monseigneur Isidore de Souza, ces assises, une première en Afrique, a abouti en quelques jours à une réconciliation nationale où toutes les fautes commises ont été pardonnées. Je voudrais souhaiter que nous travaillions dans la discipline et dans l'exactitude, puisque nous sommes en train de travailler à ce qui sera demain la fondation, la base de ce pays, de ce Bénin nouveau. Alors commençons par respecter notre règlement intérieur qui dit que tout le monde a droit à la parole. Mais au moins, écoutez d'abord ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est une motion d'ordre? Est-ce que c'est une motion de procédure? Mais qu'ils disent et nous allons voir. Le Bénin inaugure alors le modèle des conférences nationales en Afrique. Les décisions de cette rencontre ont non seulement mis fin à la crise généralisée, mais et surtout amorcé les prémices d'un renouveau politique et idéologie au Bénin. Nous sommes en avance par rapport à d'autres et nous ne sommes en avance que parce que nous avons tous été entraînés dans un énorme retard depuis l'installation dans nos différents pays des régimes dictatoriaux que vous connaissez. Je pense que nous sommes dans le sens de l'histoire, parce que l'avenir appartient aux peuples qui prennent en main leur destinée. Il faudrait que la conférence définisse clairement quel type de société nous voulons et quel type d'homme nous voulons avoir au Bénin. Cela est capital. Et qu'ensuite, nous tenions compte d'une prospective, c'est-à-dire projeter sur l'avenir ce que nous voulons faire. Somme toute, 34 ans après, la démocratie béninoise a fait son chemin, même si elle ne semble pas encore mûre dans les pratiques politiciennes à ce jour. L'occasion de cet anniversaire permet de saluer l'excellent travail abattu par les grands acteurs de ces assises nationales de 1990, dont certains ne sont plus de ce monde. Nous en sortions des décisions qui soient effectivement et réellement démocratiques. La procédure. Il faut être d'accord qu'on poursuive le vote. On poursuit le vote. Lorsque le régime marxiste-léniniste est installé au Bénin, il y avait beaucoup d'argent. Les entrepreneurs avaient de l'argent et ils étaient prêts à investir. Cependant, il faut dire que ce régime a fait peur à beaucoup d'entrepreneurs. Et plusieurs ont préféré, disons, déplacer leurs entreprises
en dehors de la frontière parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. D'ailleurs, la suite des événements l'a prouvé. La suite l'a prouvé, puisque finalement, ceux qui sont restés et qui ont voulu, par patriotisme, continuer d'investir, ont vu tous leurs biens confisqués. Les entreprises ont été confisquées, les entrepreneurs ont tout perdu, et même aujourd'hui, certains n'ont pas récupéré leurs biens. Donc ils ont eu raison de s'inquiéter. C'est une chance qui est donnée au peuple béninois de s'expliquer, de s'exprimer et de savoir enfin ce qu'il veut pour que le pays aille de l'avant. Jusque-là, beaucoup de Béninois, y compris même les délégués, ne sont pas très rassurés de la manière dont les travaux de la conférence seront exploités. Et alors que chaque jour qui passe, chaque pas qui est posé par le gouvernement prouve quand même la bonne foi du gouvernement. Et en principe, on devrait faire un peu plus confiance à la fois au président de la République et au gouvernement et à la bonne disposition même du PRPB pour que des changements et que le renouveau véritable s'instaure dans notre pays. Et je n'aime pas l'anarchie et je n'aime pas le désordre. Ça c'est réel. Et je n'aime pas l'injustice. Je suis prêt personnellement à défendre les gens jusqu'au bout. Face à l'injustice, je ne l'aime pas. Voyez-vous. Donc on ne peut pas dire que c'est fasciste, c'est ceci et cela. Non. Mais les gens qui nous applaudissaient à l'époque, ils n'avaient pas l'accord de coup. Ils n'avaient pas l'accord de coup. C'était un concept nouveau. Nous avons fait la période et c'est normal. Les peuples aiment ce qui est facile. À l'époque, l'économie était florissante. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. C'est même se retourne contre nous. On raconte n'importe quoi sur nous. Donc ça, on doit pouvoir le comprendre. Tout à l'heure, un délégué, un cadre, un haut cadre, qui a occupé des fonctions internationales, disait qu'à l'époque, on mettait des gens dans des tonneaux avec des tessons de bouteilles. On enfermait le tonneau, les roulait. Et l'homme en hurlant provoque un comportement vis-à-vis des autres prisonniers qui se mettent à parler. J'ai été mis de l'intérieur pendant 5 ans. À aucun moment, on a appliqué cela. Pourquoi il a dit? Pour intoxiquer le peuple? Pour obtenir quoi? Il vaut mieux qu'on soit franc quand on a des faits. Parce qu'il ne peut jamais me citer le nom de quelqu'un qui a subi ce châtiment-là. C'est du mensonge. Pas oublier que nous sommes dans une société, malgré notre évolution, une société qui essaie d'évoluer, mais sur le plan mentalité, coutume, c'est une société très conservatrice. Il nous faudra encore beaucoup de temps pour lutter, pour avoir ce que nous voulons. Mais si nous ne commençons pas aujourd'hui, demain, nous n'allons pas évoluer d'un iota. Bon, de cette conférence, nous pensons que nous attendons qu'elle dénoue la crise, surtout la crise scolaire. Parce que il faut dire que ça, comme tout le monde commence pas à en avoir ras-le-bol de voir les enfants à la maison, de voir les enfants dans la rue. Il faut que si déjà, après cette conférence, les enfants peuvent reprendre le chemin de l'école, nous, en tant que mères, nous serons déjà à moitié satisfaites. Je pense que le résultat de cette conférence doit nous amener à ce que les portes des écoles s'ouvrent de nouveau et que les fonctionnaires retournent au bureau afin que la vie et politique, économique de notre pays reprenne. Parce que jusque-là, vraiment, nous avons l'impression que le pays est complètement dans l'obscurité. On ne sait plus si on vit et si vraiment nous sommes à la dérive. Donc, je crois que cette conférence va nous sauver et que nous allons en sortir tous satisfaits. Moi, je dis que d'abord, les gens n'ont qu'à faire très attention en étudiant. Parce que d'abord, pour que ça soit qu'il y ait recevabilité, il faudrait 82 députés. D'abord. Donc, la majorité, c'est-à-dire UPR avec Bloc républicain, ils ont besoin encore d'un député pour que ça soit 82, pour qu'il y ait recevabilité. Maintenant, pour encore pouvoir réviser la Constitution, il faudrait encore au moins 6, pour ne pas dire 7. C'est-à-dire pour que ça soit 87. Donc, moi je pense que ça ne serait pas une mince affaire. Parce que pourquoi? Les gens ont déjà remis leur procuration. Ce n'est pas les députés de l'opposition.
Et on sait aussi au sein de la majorité, qui est une majorité confortable au début, on sait que les partisans de Olivier Boko sont aussi là. Est-ce que le chef de l'État, bien vrai qu'il a dit que lui, il n'est pas pour, mais il va promulguer si on voterait cette ruse. Et puis on ne sait pas ce qu'on va encore introduire de plus. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi je dis qu'il faudrait un consensus, sinon un large consensus pour voter ce budget-là. Au cas contraire, on renvoie et on va au référendum pour un oui ou un non. Je ne suis pas pour cette révision de la Constitution. Parce que si notre Constitution sera révisée, ce serait un sujet de toute la nation. Et la société civile et les partis politiques. Tout le monde doit s'asseoir autour d'une table pour discuter de la question. Les députés, s'ils veulent amener ça au plénière, peut-être ils savent ce qu'ils veulent faire. Mais pour toucher à notre Constitution de cette manière-là, ce ne sera pas une chose aisée. Le talon est déjà clair. Il dit qu'il ne veut plus revenir. Mais en quoi maintenant la Constitution, on veut coûte au coûte le faire? C'est là où nous, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Et ça nous donne des inquiétudes. Ils n'ont qu'à pardonner, encore pardon, pour gérer ce pays dans la paix. Nous voulons la paix dans notre pays. Révision, ça sonne mal à l'oreille. Les vrais problèmes sont là. Les vrais problèmes sont là. À chaque élection, il faut toucher au code électoral. Vraiment, le chef de l'État a dit qu'il y a des aides de compétences. Je vois réellement qu'il y a des aides de compétences. Si le chef de l'État a dit ça, maintenant je vois que réellement il y a des aides de compétences. Sinon, il devait en tout cas élaborer ça proprement en 2019. On ne devrait pas venir au code encore en 2024. Donc c'est une erreur de leur part. Ils n'ont qu'à laisser ce code intact et nous irons aux élections avec. Les députés qui sont là, au moment opportun, ils vont parrainer les candidats, les futurs candidats. La Cour va dire quelque chose, non? Ils vont parrainer. C'est pas bon. Ça n'honore pas le pays. Ça ne les honore pas. Le Nigeria connaît l'une de ses pires crises économiques avec un taux d'inflation atteignant 29,9% en janvier, le plus élevé depuis 1996. De plus, les dernières statistiques montrent que le Naira a encore chuté à 1524 pour $1 vendredi, soit une dévaluation de 230% au cours de l'année écoulée. Cette situation, déclenchée par des politiques monétaires visant à libéraliser le marché des changes, alimente la frustration de la population. Quand les gens viennent au marché, ils ont très faim. Certains ne peuvent s'offrir qu'un repas par jour, tandis que d'autres n'ont même pas ce luxe. Tout le monde pleure. Même nous, les commerçantes, nous pleurons, car c'est difficile. L'économie du Nigeria, tributaire des importations pour répondre aux besoins de ses citoyens, est facilement affectée par les chocs externes qui impactent le coût des biens et des services. Tout est trop cher, l'État doit nous aider. Comment quelqu'un peut éduquer ses enfants dans ces conditions? Manger est un problème, payer le loyer est aussi un problème. On ne peut même pas subvenir à nos besoins. Peu de temps après son investiture, le président Bola Tinubu a initié des réformes économiques radicales, mais les experts soulignent le manque de mesures alternatives. Au quotidien, il est évident que le prix de certaines denrées a triplé, voire plus. Des articles qui étaient auparavant achetés à 1000 naira se retrouvent désormais à 3500 naira. Qu'il s'agisse du savon, de lait corporel et autres. Cette hausse généralisée des prix s'observe sur tous les produits depuis 18 mois. Il est vraiment regrettable que le gouvernement semble incapable de contenir la situation. Les prix ne cessent d'augmenter.
Et nous nous demandons si cette crise va se terminer et quand est-ce qu'elle va se terminer. Dans le but de réguler les prix, le gouvernement projette de mettre en place un conseil des produits de base. Dans un revirement majeur et inattendu, le Sénégal se dirige vers un retour à son calendrier électoral initial, après que le Conseil constitutionnel ait annulé les tentatives du président Macky Sall de reporter les élections présidentielles. Dans un communiqué officiel, le porte-parole de la présidence, Yoro Dia, a confirmé l'engagement du président Macky Sall à respecter la décision du Conseil et à organiser des élections dès que possible. À ce stade, aucune nouvelle date n'a été annoncée pour les élections et des incertitudes persistent quant à la liste définitive des candidats. Mais le président Macky Sall, dont le mandat prend fin le 2 avril, est contraint par la Constitution de tenir des élections entre 30 et 45 jours avant cette date. Alors que le Sénégal navigue à travers ces changements, le gouvernement a récemment libéré plusieurs centaines de prisonniers politiques pour apaiser les tensions. Quant à l'opposition, elle appelle à des pourparlers pour fixer une nouvelle date pour les élections présidentielles. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance. Drapeaux et pancartes à la main, ces Sénégalais manifestent contre le prolongement du mandat présidentiel. À l'appel d'une plateforme citoyenne, ces manifestants ont scandé des slogans contre le maintien au pouvoir de Macky Sall au-delà du 2 avril. C'est la date fixée par la Constitution pour la passation du pouvoir. Élection par force, terminus 2 avril, Free Démocratie, pouvait-on notamment lire sur les pancartes. Le Sénégal n'appartient pas à une tierce communauté qui doit décider de l'avenir de tout un peuple. Non, non, et nous disons non. Et nous serons debout comme un seul homme pour faire face à ces tyrans-là qui emprisonnent nos frères de façon injuste et qui les libèrent sans procès. Ces politiques qui ferment nos universités et envoient au chômage des milliers de jeunes. Nous sommes des personnes handicapées, mais des citoyens du pays aussi. Nous sommes venus manifester comme tous les Sénégalais, de dire à Macky Sall qu'il ne faut pas changer le jour des élections, qu'il tienne les élections le plus rapidement possible. C'est le bien de tous les Sénégalais, c'est dans son propre bien aussi. Nous disons à Macky Sall, son mandat est fini, il n'a qu'à y aller. Nous ne voulons pas être en dehors de la Constitution, le respect de la Constitution. Pour le respect du calendrier républicain. Cette démonstration de force s'est déroulée dans le calme, une première depuis longtemps dans le pays. La marche se voulait silencieuse mais s'est transformée en un concert de revendications, notamment pour les partisans d'Ousmane Sonko qui ont appelé à sa libération. Ce candidat à la présidentielle lui reste focus sur sa conquête du pouvoir. Aliou Mamadou Dia du Parti Pur veut la présidentielle le plus rapidement possible. Le 3 mars, le 9 mars pour le premier tour, fin mars pour le deuxième tour, le président aura 2-3 jours pour transmettre le pouvoir. Nous appelons à l'apaisement, nous appelons à ce que le président soit vraiment soit raisonnable et qu'il organise l'élection le plus rapidement possible. C'est tout ce que nous voulons. Cette manifestation intervient 2 jours après la décision prise par le Conseil constitutionnel de rejeter la loi actant le report de la présidentielle. Une décision saluée d'ailleurs par les manifestants. Une mobilisation exceptionnelle qui intervient quelques jours après le début de la libération de certains prisonniers considérés comme des prisonniers politiques. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Le gouvernement du Zimbabwe a récemment annoncé vouloir mettre un terme à une bourse universitaire destinée aux jeunes appartenant à la communauté LGBTQ. Une action vivement critiquée par les organisations de défense des droits de l'homme qui y voient une persistance des politiques discriminatoires du pays. La bourse, initiée en 2018 par GALS, une organisation LGBTQ, suscite la polémique depuis que le vice-président Constantino Chiwenga l'a qualifiée d'attaque contre la souveraineté du pays.
Dans un communiqué publié jeudi soir, Chiwenga, réputé comme un fervent catholique, a sévèrement condamné la communauté LGBTQ en la décrivant comme étant étrangère et hostile aux valeurs locales. Il a aussi encouragé les étudiants à s'adresser directement aux services gouvernementaux chargés d'octroyer des bourses. L'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition d'Afrique du Sud, a amorcé sa campagne électorale à Pretoria samedi. John Steenhuisen, le leader du parti, a exposé à ses partisans son plan pour sauver le pays, avec notamment la création de 2 millions d'emplois. Les principales priorités de l'Alliance démocratique pour le mandat de 2024 à 2029 seront les suivantes. Créer 2 millions de nouveaux emplois pour les Sud-Africains. Mettre fin aux coupures d'eau et au délestage incessant en Afrique du Sud. Ensuite, nous allons réduire de moitié le taux de criminalité, y compris les meurtres, les tentatives de meurtre et la violence sexiste. Sans compter la lutte contre la corruption. Nous allons abolir le déploiement des cadres au profit de nominations fondées sur le mérite. L'Alliance démocratique va bâtir un État capable de répondre aux besoins de toute la population. En choisissant d'organiser son meeting devant le siège du gouvernement, Steenhuisen a souhaité transmettre un message aux autorités. Son parti est prêt à diriger le pays. The Democratic Alliance is launching our 2024 manifesto. L'Alliance démocratique lance son manifeste pour 2024 depuis les Union Buildings parce que cette élection, nous sommes là pour la gagner. Nous avons le devoir de sauver nos institutions des griffes d'un gouvernement corrompu. Nous avons le devoir de redonner à nos institutions la place qui leur revient en tant que symbole de fierté pour les Sud-Africains. Un discours percutant qui semble galvaniser ses partisans, persuadés que l'Alliance démocratique détient tous les atouts pour reconstruire l'Afrique du Sud. Tout ce dont ils ont besoin, c'est du temps pour faire leurs preuves. Ils vont prendre le contrôle d'un pays très perturbé. Et nous serons là pour les soutenir. Pendant ce temps, le président Cyril Ramaphosa, leader de l'ANC, n'a pas encore annoncé de date pour l'élection présidentielle. Environ 10 000 coureurs ont participé au marathon Run for Gaza dans la capitale égyptienne vendredi. S'inscrivant dans le cadre du soutien à la cause palestinienne, la course caritative a réuni des participants de tout âge afin de collecter des fonds pour acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. Aujourd'hui, nous avons eu 2 courses, l'une d'1 kilomètre et l'autre de 5 kilomètres. L'argent récolté grâce à la vente de billets sera entièrement consacré à la population de Gaza. L'objectif de cette journée est de mobiliser les gens pour qu'ils apportent leur aide aux Palestiniens. À la réserve naturelle de Wadi Degla, des représentants de 30 pays ont participé au marathon, démontrant ainsi leur solidarité envers les Palestiniens. Je suis venu aujourd'hui car je pense qu'il est vraiment important que les gens participent à cette course pour montrer leur soutien. Nous avons le devoir de sensibiliser tout le monde, car il s'agit du destin de l'humanité. Si nous n'agissons pas pour aider les gens à Gaza, nous allons échouer en tant qu'humains. Alors c'est important d'être ici. En partenariat avec le ministère égyptien de la Solidarité sociale, l'événement a soutenu la mise en place d'un convoi alimentaire comprenant 50 camions. Le monde entier doit se réveiller et affirmer que de telles atrocités ne peuvent pas être tolérées. Nous prions chaque jour pour que la Palestine retrouve la justice et renaisse à la vie. L'Égypte a donné une contribution majeure représentant 60% de toute l'aide fournie aux Palestiniens jusqu'à présent.
À Addis Abeba, le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert samedi avec en toile de fond une série de crises en Afrique et à l'international. La question du conflit israélo-palestinien a pris le devant de la scène lors des débats internationaux avec une condamnation unanime des dirigeants africains envers l'offensive israélienne à Gaza. Qualifiant cette dernière de violation flagrante du droit international humanitaire, Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA, a accusé Israël d'avoir exterminé les habitants de Gaza. Des propos prononcés aux côtés du Premier ministre palestinien Mohamed Shtayer, qui a également pris la parole lors de cette réunion. Outre la situation au Moyen-Orient, les dirigeants africains ont exprimé leurs préoccupations concernant la recrudescence des coups d'État et des conflits, notamment en République démocratique du Congo, au Soudan, en Libye et au Sénégal. Pour clore, la Mauritanie a été confirmée à la présidence tournante de l'Union africaine pour les 12 prochains mois, tandis que l'Angola occupera la vice-présidence.